parler des possibles et compossibles dans les cas très concrets de ce qui est théoriquement possible, rationnellement possible, non, dans son rapport avec le vivant. Alors pour cela, aujourd'hui, on va avancer un tout petit peu dans notre travail autour du programme des modèles organiques, celui qu'on appelait le Mammothereto. Les modèles organiques, les modèles avec lesquels on travaille, que le centre du dernier bouquin, là, la singularité du vivant. Alors, on avait commencé par là ou pas? Oui. Ah, voilà. Et donc, pour essayer de comprendre un tout petit peu cette question de possible et compossible, vous vous rappelez, non, tous les concepts de possible et de compossible, non? Alors, en fait, c'est peut-être moi qui vais commencer. C'est incroyable ça. Tu m'as dit de commencer. Mais non, mais du coup, c'est toi qui l'as commencé. Oui, c'est moi, voilà, c'est moi. Je t'avais dit que c'est toi qui l'as commencé. Voilà. Oui, du coup, on avait quand même évoqué, alors je ne vais pas redémarrer, enfin voilà, à chaque fois on dit la même chose, mais bon, puis Leibniz, vous en avez soupé un certain nombre de séances. Je ne vais pas redémarrer depuis le début, c'est-à-dire depuis vraiment je dirais tout le déroulé, toute l'argumentation de Leibniz pour arriver à ce grand principe, ce grand cri de Leibniz qui est de dire que tout a une raison suffisante. Je vais juste revenir sur cette phrase qu'on a beaucoup discutée pour arriver effectivement à ce concept fondamental chez Leibniz, qui lui a été beaucoup reproché aussi. C'est le lieu d'un débat entre Russell, notamment, beaucoup reproché par la suite à Leibniz d'avoir voulu sauver la contingence en inventant, c'est le terme qu'il emploie, différents niveaux de possibles. Mais en réalité, c'est à la fois ce qui fait l'originalité de la pensée de Leibniz et puis ce qui fait aussi toute la richesse et qui en fait vraiment derrière des outils philosophiques extrêmement, je dirais, porteurs de notions intéressantes à exploiter. Alors, il y avait effectivement on s'est arrêté sur cette notion forte. Je vous recite un peu c'est pas la phrase exactement telle que Leibniz l'écrit, mais c'est en tout cas effectivement la conclusion à laquelle il arrive. Tout a une raison suffisante signifie que tout ce qui arrive à quelque chose doit être contenu de toute éternité dans la notion individuelle de la chose. Alors là, il faut effectivement se poser la question, qu'est-ce que contient la notion individuelle de la chose? La notion individuelle, c'est l'équivalent du concept, c'est la définition de l'individualité chez Leibniz. Il y a le sujet et la notion individuelle du sujet. Alors, qu'est-ce qui se dit de la chose? Eh bien, Leibniz va nous dire qu'il se dit deux choses de la chose. La première, c'est l'essence de la chose. Si vous vous souvenez, c'est le principe d'identité. C'est A et A égale A. C'est ce que Leibniz va appeler les vérités d'essence. On l'a vu, si vous ne comprenez pas, on revient, mais c'est vrai que pas revenir à chaque fois sur... voilà, donc c'est ce que Leibniz va appeler les vérités d'essence, les vérités auxquelles on peut accéder par une démonstration finie. C'est-à-dire qu'un triangle a trois angles. Vous voyez bien que là, on a la possibilité d'arriver à cette démonstration-là par une démonstration finie, par un nombre limité d'étapes qui permet d'arriver jusqu'au principe d'identité. Le principe d'identité étant l'identité la plus explicite. Lorsqu'on va être sur des vérités qui vont être des vérités d'ordre existentiel, des vérités contingentes, on va être sur un niveau de démonstration, la grande cause de Leibniz, c'est tout a une raison, alors il y a cette logique-là de la démonstration. Dans le cas des vérités éternelles, on est sur des démonstrations finies. Dans le cas des vérités d'essence, on est sur une démonstration infinie. C'est-à-dire qu'effectivement, l'objectif de la démonstration est d'arriver à un niveau d'identité explicite, mais jamais jusqu'au principe d'identité. Donc, il n'y a que Dieu qui peut faire cette analyse. Là, on avait fait le lien, vous savez, Leibniz et là, on voit toute l'apport du Leibniz mathématicien, puisqu'on est sur effectivement tout l'apport de l'analyse différentielle, donc calcul différentiel. Alors, là, pour imager la chose, on est en train de parler de quelque chose qui est central, effectivement, dans notre époque, qui sont deux questions articulées. Qu'est-ce qui est une identité, c'est-à-dire qu'est-ce qui est un sujet qui agit, et aussi, à la fois, qu'est-ce qui est agir, quelle est les marges de liberté pour agir.
Alors, dans les deux exemples que cite Bastien, les deux cas de figure que cite Bastien, les principes d'identité fermée, dans lesquels l'identité posée comme ça une identité fermée, dans lesquels je peux avoir une définition complète. Si je dis un triangle à trois angles, voilà, c'est tout. Un triangle à trois angles. Alors donc, dans le sujet, il y a les prédicats. C'est-à-dire, quand je dis triangle, je dis trois angles. Vous comprenez? Bon. Quand je m'adresse à quelque chose de vivant, ou à l'être humain en tant que vivant, ben là j'ai un problème. Vous vous rappelez quand je donnais l'exemple du oiseau migrateur. Quel est le problème? Le problème, c'est que le prédicat qui est inclus dans le sujet renvoie à l'infini. Vous comprenez? Renvoie à l'infini. Vous vous rappelez ce que j'ai expliqué la dernière fois quand on essayait, d'un point de vue éthologique, en biologie, de définir un oiseau migrateur. N'est-ce pas? Eh bien, un oiseau migrateur, déjà, séparer un oiseau migrateur de son milieu, déjà est une opération, vous voyez, de séparation qui est quand même arbitraire. Il y a un niveau d'arbitrarité. Pourquoi? Parce qu'il est très difficile de séparer un être vivant et dire cet être vivant a une identité en soi. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que les prédicats, cet oiseau-là est migrateur. Donc le prédicat est migrateur et dans le sujet, effectivement. Oui, mais migrateur, qu'est-ce que ça signifie? Vous comprenez? Migrateur signifie le pôle Nord, signifie les étoiles, signifie les marées, signifie les vents, vous comprenez, signifie la génétique. Donc, le problème, c'est que dans le niveau de compossibilité, c'est-à-dire non pas des possibles en théorie, n'est-ce pas, sinon des possibles existentiels. Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il y a toujours un découpage qui est un découpage que nous appelons situationnel. Dans une certaine situation, dans un certain contexte, je peux isoler un oiseau, et ce oiseau que j'isole, il a un prédicat qui lui appartient, mais le oiseau, en tant que séparé, et les prédicats, tous les deux ont une tangente vers l'infini. Vous comprenez? C'est là où, à la fois, quand on dit Adam est pécheur, Adam est pécheur. Alors, il dit, bon, on peut imaginer un Adam non pécheur. Mais le problème, c'est que Adam pécheur renvoie quand même au fait que l'action des péchés n'est pas depuis toute l'éternité dans le sens de que c'est écrit quelque part. C'est pas nektoub, c'est écrit. C'est simplement que dans le jeu des déterminations multiples d'une situation, un Adam non pécheur, un Adam qui pourrait se séparer des déterminations qui le déterminent à pécher, n'existait pas. Vous comprenez? C'est-à-dire, parce qu'il faut essayer de mettre les choses un tout petit peu en jeu, dans le sens de qu'est-ce qu'il est en train de dire et pourquoi à nous ça nous intéresse. À nous ça nous intéresse parce qu'effectivement la question de la détermination, dans notre époque, renvoie effectivement à la question des identités. Qui agit? C'est-à-dire qui agit? La personne, l'individu, nous en devenant profil, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui est un sujet? Quelles sont les conditions d'un sujet dans une époque où l'antériorité du pli que constitue chacun de nous est en train de se déplier? Alors, c'est pour ça que cette question-là est si importante aujourd'hui. Vous voyez, elle est très importante parce que de plus en plus, dans notre monde, nous assistons quand même au devenir prédictible de l'individu. N'est-ce pas? Devenir prédictible de l'individu en tant que profil. Chacun de nous en tant que profil. Alors la question qui se pose, c'est, bon, on peut toujours pleurer avec un humanisme un tout petit peu nostalgique et dire, oh là là, l'homme qui décide, l'homme du libre arbitre est fini, etc. Mais on peut, d'un point de vue un peu plus complexe, d'abord voir que cet homme-là est une construction historique, n'est-ce pas? Et que d'autre part, la question n'est pas tellement si est-ce que
l'homme de l'humanisme va rester ou va pas rester, mais quelles sont les conditions pour que quelque chose de l'ordre de la pensée, de la liberté existe? Quelles sont les conditions et quelle sera la nouvelle bête quelque part? Alors, c'est là l'importance de comprendre. Nous, on le voit à partir de Leibniz, on peut l'aborder par d'autres biais, effectivement. Mais c'est cette idée quand même vers laquelle on va, de que le sujet, chacun de nous, en tant qu'individu, et le sujet n'est pas substantiel. Vous comprenez? C'est-à-dire que n'est pas substantiel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un individu, il n'y a pas un être humain, il n'y a pas un oiseau migrateur, n'est-ce pas, qui existe de façon substantielle, à comprendre, qui existe au-delà des déterminations dans lesquelles on peut l'identifier en tant qu'oiseau, on peut l'identifier en tant que bonhomme, en tant que bonne femme, mais qui n'existe pas, concrètement n'existe pas, en dehors des déterminations. Je vous donne un exemple bête, mais qui est comme ça. Hein. C'est-à-dire, il suffit de penser, par exemple, chacun de nous en tant que personne, qui se sent autonome, on circule, on va, on vient, n'est-ce pas? Je suis libre de mes gestes. Il suffit de penser les efforts qu'il faut faire pour mettre un bonhomme dans l'espace en dehors d'une navette. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour mettre un bonhomme dans l'espace en dehors d'une navette, il faut reproduire, je ne sais pas, des centaines d'items, de variables, n'est-ce pas, qui reproduisent à peu près l'environnement dans lequel un mammifère vit. Et malgré tout ça, quand un astronaute revient sur Terre, son corps a changé. C'est-à-dire, vous savez, il a grandi de 10-15 cm, il a des changements dans la composition du sang, vous comprenez? C'est-à-dire que là, je donne un exemple biologique pour ne pas simplement donner des exemples éthiques ou psychologiques, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, effectivement, ce qui est en question, c'est que nous sommes héritiers de l'idée de que l'homme existe. Vous voyez, c'est ça aussi la base de la démocratie, de la politique. Chacun de nous peut élire, choisir, décider d'après sa liberté. Et nous sommes dans un moment dans lequel ça se détisse. Hein, cette mode d'être de l'humanité en tant qu'individu, de libre arbitre, se détisse. Et on ne voit pas qu'est-ce qui prend la place. Et apparemment, la machine prend la place. Alors, c'est ça, hein, c'est-à-dire ce que la dernière phrase non, que tu évoquais, non? C'est-à-dire que Satan vers l'infini, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez le vivant hein, qui est une vérité d'existence, dans le sens auquel, oui, dans certaines situations, dans un certain découpage, dans une situation, dans un contexte, je peux dire, cet homme-là fait ça, n'est-ce pas? Mais à la fois, ce découpage-là, dans les cas du vivant, tend à l'infini. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a en définition une non-prédictibilité essentielle. Peut-être pour aller vraiment jusqu'au bout du raisonnement, enfin, de manière très modeste, mais de Leibniz. Effectivement, comme le dit Miguel, il y a le régime des possibles qui relève effectivement du principe d'identité. Hein, donc on l'avait dit, hein, le régime des possibles, c'est ce qui, en logique, ne contient pas de contradiction en soi. Hein. Un triangle à 3 angles. Voilà. Et c'est dans ce sens-là où, effectivement, Leibniz peut dire il est possible d'imaginer un Adam non pécheur. Voilà. Sauf que Adam non pécheur est impossible avec le monde que Dieu a choisi de faire advenir à l'existence. Et pourquoi Dieu a choisi de faire venir ce monde-là à l'existence? C'est parce qu'il est le meilleur. Donc la compossibilité, c'est la compossibilité d'Adam pécheur. C'est Adam pécheur est compossible avec le meilleur des mondes. Alors là, forcément, c'est intéressant parce que ça amène, même si ce n'est pas forcément par la suite ce qu'on va développer, on l'avait un peu évoqué la dernière fois par rapport aux notions de bien, de mal, etc. Mais c'est intéressant de savoir qu'est-ce que Adam pécheur compossible avec le meilleur des mondes, qu'est-ce que Leibniz entend par le meilleur des mondes. Parce qu'effectivement, on va dire, beaucoup de gens diraient le meilleur des mondes, c'est quoi? C'est le monde où il y a le plus de bien, c'est le monde où il y a un maximum de bien. Et ce n'est pas la réponse de Leibniz. Alors, là, j'avais prévu de vous lire un passage qui est plutôt clair, qui est plutôt intéressant justement, pour comprendre comment déjà cette pensée-là est
tombe pas sous le sens pour les contemporains que nous connaissons. Alors, c'est un passage qui est dans la Théodicée, qui est le paragraphe 124. Voilà, je le donne pour ceux qui voudraient relire le passage. Et c'est un passage dans lequel, alors, il y a des débats sur, il y a des débats, c'est incroyable d'ailleurs de voir. Je suis surpris de voir comment Leibniz est un puits sans fond, hein, formulé un peu péjoratif, mais effectivement, la production de Leibniz aujourd'hui donne encore à des débats sur qu'est-ce que le meilleur des mondes selon Leibniz. Mais il y a un passage où il dit clairement ça, il dit que le meilleur des mondes n'est pas celui qui accumule la plus grande somme de biens, mais celui qui offre la meilleure combinaison, la meilleure harmonie de réalités diverses et hétérogènes. Alors je vais lire le texte, ça va être plus clair. Donc c'est Théodicée, paragraphe 124. Il se trouve que s'il n'y a que vertu, s'il n'y avait que des créatures raisonnables, il y aurait moins de biens. Voilà. Donc Leibniz, tout de suite, il dit le meilleur des mondes, c'est pas le monde où il y a le plus de biens. Midas se trouva moins riche quand il n'eut que de l'or. Outre que la sagesse doit varier, multiplier uniquement la même chose, quelque noble qu'elle puisse être, ce serait une superfluité, ce serait une pauvreté. Avoir 1000 Vergiles bien reliés dans sa bibliothèque, chanter toujours les airs d'opéra de Calmus et d'Hermione, casser toutes les porcelaines pour n'avoir que des tasses d'or, n'avoir que des boutons de diamant, ne manger que des perdrix, ne boire que du vin de Hongrie ou de Shiraz, appellerait-on ça la raison? La nature a eu besoin d'animaux, de plantes, de corps inanimés. Il y a des créatures non raisonnables, des merveilles qui servent à exercer la raison. Que ferait une créature intelligente s'il n'y avait point de choses inintelligentes? À quoi penserait-elle s'il n'y avait ni mouvement, ni matière, ni sens? Si elle n'avait que des pensées distinctes, ce serait un dieu. Sa sagesse serait sans borne. C'est une des suites de mes méditations. Aussitôt qu'il y a un mélange de pensées confuses, voilà l'essence, voilà la matière. Car ces pensées confuses viennent du rapport de toutes les choses entre elles suivant la durée et l'étendue. C'est ce qui fait que dans ma philosophie, il n'y a point de créature raisonnable sans quelque corps organique. Il n'y a point de créature raisonnable sans quelque corps organique. Et qu'il n'y a point d'esprit créé qui soit entièrement détaché de la matière. Mais ces corps organiques ne diffèrent pas moins en perfection que les esprits auxquels ils appartiennent. Donc, puisqu'il faut la sagesse de Dieu, un monde de corps, un monde de substances capables de perception et incapables de raison, enfin, puisqu'il fallait choisir de toutes les choses ce qui faisait le meilleur effet ensemble, et que le vice y est entré par cette porte, Dieu n'aurait pas été parfaitement bon, parfaitement sage s'il l'avait exclu. En gros, il dit, Leibniz a été sage de choisir le mal. Si je traduis ça en termes un peu... Voilà. Donc, c'est quand même une conception du bien qui, aujourd'hui, je pense que même sans être un théologien, a de quoi heurter un peu les oreilles. Alors, je pense pour bien comprendre la portée de cette notion de possible, compossibilité, c'est important de voir jusqu'où, dans la philosophie de Leibniz, ce qu'il appelle le meilleur des mondes, et l'éthique, ou même lui, il parle de morale, la morale auquel il veut nous emmener. Bien. Alors, moi, ce que je vous invite, c'est essayer de réfléchir un tout petit peu à ce que je vous proposais la dernière fois, c'est voir à miroir cette proposition avec laquelle on insiste, et pourquoi on insiste tellement, dès que le prédicat est inclus dans le sujet. Je me souviens une jeune femme qui n'est pas aujourd'hui là, qui a posé la question tout à fait légitime de dire « mais où sont mes prédicats à la naissance ?» n'est-ce pas? C'est-à-dire, et c'est une question tout à fait légitime, pour plusieurs raisons. D'abord parce que cette question va dans le sens de la croyance occidentale, de toute la philosophie occidentale, qui tend à établir l'existence de quelqu'un, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je pense donc que j'existe, c'est-à-dire que l'individuation, l'existence de quelqu'un, séparé, et dans la modernité, séparé de la nature, séparé de l'autre, n'est-ce pas? Le soi, le non-soi, n'est-ce pas? Les limites, bon. Alors, c'est très important parce qu'à la fois, la réponse aujourd'hui que, on pourrait dire, la science propose à cette question, et tes énoncés sont dans les gènes, vous comprenez? C'est-à-dire que on dirait
vous voyez, c'est même drôle, parce que c'est-à-dire quelque part, donc la réponse génétique d'un déterminisme fermé, hein, qui prédit ce qui va arriver à quelqu'un en tant que maladie, en tant que force, en tant que donc qui prédit les possibles, hein, ben, un généticien aujourd'hui, bon, ils sont un tout petit peu moins fiers qu'il y a 15 ans peut-être, mais disons qu'il y a 15 ans, à l'époque comme ça, de l'explosion des programmes génome humain, etc., effectivement, la réponse qu'aurait pu donner un généticien, c'est, ben écoute, tes prédicats sont dans les gènes. Vous voyez? Donc la question c'est, il y a des prédicats donc des choses qui vont t'arriver, des choses que tu feras, des choses que tu vas vivre. Vous savez, alors donc il y a les gènes de l'alcoolisme, il y a les gènes de la transgression, il y a des gènes, vous voyez, n'est-ce pas? Donc on dirait, il y a des gènes qui sont des prédicats qui après la vie est un déploiement prédéterminé de tes gènes. Okay. L'autre, c'est ce qui dit Leibniz, qui va dire, bon voilà, les prédicats est dans les sujets. Et donc, par rapport à la question de la jeune femme, mais où sont mes prédicats? Moi, je proposais une inversion de la chose. De comprendre que nous sommes cette permanence que nous vivons, cette particularité du phénomène humain, hein, et peut-être jusqu'à un certain point animal à la fois. Hein. La particularité est donnée par le fait que nous, c'est nous, que pour nous semble si intime, si privé, n'est-ce pas, si unique. Eh bien, nous sommes les devenirs permanents changeants de ces prédicats-là. Vous voyez, c'est-à-dire que la seule permanence qui existe dans nous, hein, est une permanence paradoxale, hein, qui est la permanence de cette convergence d'une série de, entre guillemets, prédicats, hein, c'est-à-dire donc des déterminations, d'actes, de données, hein, qui convergent dans des plis qui sont des humains, des tribus, des familles, n'est-ce pas, c'est-à-dire différents types d'unités. Hein. C'est-à-dire que la question de Leibniz, qui peut donc effectivement apparaître, vous savez, c'est ce que lui, il se débat avec ce qu'il appelle le syllogisme et le sophisme paresseux, n'est-ce pas? Le sophisme paresseux parce qu'il dit quoi? Effectivement, il y a des gens qui me disent, dit Leibniz, que si tout est déterminé, à quoi bon faire quelque chose? Vous comprenez? Alors, l'idée, c'est de dire, bon, un Kleenex. Non, j'en ai, merci. L'idée, ça serait de dire, il y a un être humain, n'est-ce pas? Et cet être humain doit essayer de décider qu'est-ce qu'il peut faire, n'est-ce pas? Vers où il va, alors, est-ce que ces prédicats sont dans ses gènes, dans sa tête, où sont ces prédicats, n'est-ce pas? Mais toujours, on sauve cette unité-là, n'est-ce pas? On sauve l'unité. On dit, mais finalement, je pourrais imaginer un Adam, donc, qui pourrait s'extraire de détermination, hein, et non péché. Mais l'idée, c'est au contraire. L'idée que je propose, n'est-ce pas, c'est de dire, si nous comprenons qu'une série d'éléments, hein, convergent à un moment donné, une série de tendances, d'éléments, de réalités, n'est-ce pas, convergent à un moment donné dans quelque chose qui fait une certaine unité, mais que cette unité-là, elle est donnée par la convergence de ce que Leibniz appelle des prédicats. Est compréhensible ça? C'est-à-dire que, au fait, c'est que dans l'Occident, on tient tellement à garder les libres arbitres, les jardins intérieurs, l'idée de que chacun de nous peut décider des trucs, etc. À cette idée-là, n'est-ce pas, que
voilà, fonde l'Occident, hein, eh bien nous disons, bah, peut-être que non. Peut-être que justement, le phénomène humain et le phénomène de la vie du vivant d'une façon plus large est justement ce paradoxe de que la convergence de certaines tendances, certains tropismes, certains éléments du contexte historique, géographique, je ne sais rien, vous voyez, à des moments donnés, en traversant, marque cette évolution, ce devenir que d'une certaine façon j'appelle mien. C'est compréhensible ce que je veux dire? C'est-à-dire que les problèmes... Si, c'est clair. C'est-à-dire que, vous savez, l'idée c'est d'inverser la chose. Inverser la chose, ça signifie quand même, c'est que moi, dans la psychanalyse phénoménologique, comme je la traite, hein, c'est ce que j'appelle connaître sa géographie interne, n'est-ce pas, intérieure. C'est-à-dire que de dire, plutôt que de dire, mais de quoi je suis capable, ou qu'est-ce que je vais changer, vous voyez, en s'extrayant de son milieu. Hein? C'est-à-dire l'oiseau migrateur qui tout à coup dit, non, moi je ne migre plus, n'est-ce pas, moi je préfère ne pas migrer. Non? La question c'est plutôt, pour moi, en philosophie et en clinique, de dire, mais peut-être je peux connaître un tout petit peu par quoi je suis traversé, par quoi je suis fait. Vous comprenez? Qui est quand même aussi à la fois le phénomène propre du vivant. Pourquoi? Parce que le vivant, un organisme vivant, se caractérise par ces changements permanents et avec une expérience de permanence. Alors, qu'est-ce qui va permanent, non. Qu'est-ce qui permet? Qu'est-ce qui va permettre? Non, qu'est-ce qui persiste? Qu'est-ce qui persiste? Voilà, ça tout à coup, merci. Qu'est-ce qui persiste? C'est-à-dire à quoi nous pouvons appeler, à quoi nous pouvons identifier un noyau de persistance, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, vous savez, il y a des maladies dégénératives neurologiques qui font que les mecs se regardent à la glace et ne se reconnaissent pas. N'est-ce pas? Mais c'est qui celui-là? Bon, la surprise, à vrai dire, c'est pas celle-là. La surprise, le vrai mystère, c'est mais comment ça s'est fait que nous, en changeant en permanence, on se reconnaît toujours dans une persistance, dans une identité. Vous voyez? Or, cette identité-là, Leibniz va dire, et c'est pour ça qu'elle est intéressant, Leibniz va dire, cette identité-là est simplement le devenir d'une certaine unité paradoxale qui se développe à partir de toutes les contraintes et tendances internes et externes qui se confondent, et qui déterminent des trajectoires. Ces trajectoires-là, c'est ce que je disais tout à l'heure avec connaître sa géographie interne, connaître sa géographie intérieure. C'est-à-dire, quelque part, c'est le connais-toi toi-même. N'est-ce pas? Connais-toi toi-même, c'est-à-dire, bon, mais connais-toi de quoi tu es fait. N'est-ce pas? Connais-toi de quoi tu es fait. Hein? Essaye de ne pas coller à des idéaux qui n'ont rien à voir avec toi. Essaye de connaître de quoi est fait un être humain, quelles sont les déterminations d'un être humain. N'est-ce pas? Donc, c'est connais-toi toi-même qui ne renvoie absolument pas à un individualisme quelconque, de dire moi je me connais, mais qu'au contraire renvoie à une certaine humilité, pas une humilité chrétienne, hein, qui est une humilité comme ça, un tout petit peu triste, disons, mais une certaine humilité à la fois joyeuse, n'est-ce pas, qui est de se rendre compte que, eh bien, tout au fond de moi-même, il y a l'univers. Que c'est même l'idée propre des monades de Leibniz, n'est-ce pas? C'est-à-dire se rendre compte que ce que j'ai fait, ce qui m'arrive, ça arrive. Hein? C'est-à-dire, c'est ces pivots-là, c'est les pivots. Pour moi, c'est les pivots socratiques de connais-toi toi-même, n'est-ce pas? C'est les pivots socratiques de connais-toi toi-même que c'est un moment donné dans lequel quelqu'un, plutôt que de croire à cet individu, non, qui pourrait avoir une autonomie par rapport
au champ biologique, au champ physique, à l'histoire, aux luttes, je ne sais rien, n'est-ce pas? Plutôt que lui se demande, mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Non? Oh, ça m'arrive ça m'arrive ça, n'est-ce pas? Ça m'arrive de vivre dans un pays en guerre. Ça m'arrive d'être un homme, ça m'arrive d'être une femme, ça m'arrive d'être handicapé, ça m'arrive, vous voyez, c'est ou n'importe quoi, tout ce que soit des mérites aussi. Ça m'arrive d'être riche, ça m'arrive d'être pauvre. Vous savez, toute l'idéologie aujourd'hui archi-dominante qui fait que chacun de nous est une entreprise, n'est pas la ubérisation de l'être humain. Hein, l'ubérisation, c'est chacun de nous ubérisé et chacun de nous en tant que profil. Hein, c'est-à-dire chacun de nous une entreprise. Et qui fait que chacun de nous se dise, si je suis au chômage, c'est quand même ma faute. Hein, c'est quand même ma faute si je suis au chômage. Et si je suis riche, c'est mon mérite. Alors, les choses qui m'arrivent, n'est-ce pas? Et tout à coup, ce qu'il Leibniz va dire, c'est effectivement, ça arrive. Ça arrive. Vous voyez, c'est ça cette humilité, c'est connaître soi-même. Je vais dire pourquoi Leibniz dit ça, mais quand je dis c'est le pivot socratique, c'est le point de vue socratique de dire connais-toi toi-même dans cette humilité joyeuse, de pouvoir se reconnaître comme une unité paradoxale faite que des tropismes et des tendances et des coordonnées des contextes. Hein? Alors pourquoi Leibniz? Parce que plusieurs fois j'ai évoqué cette question ce que va dire Leibniz de façon très claire, qui va dire de temps en temps j'obtiens ce que je désire. N'est-ce pas? Mais je ne peux jamais désirer c'est ce que je désire. Vous comprenez? C'est-à-dire, je ne peux pas moi désirer ce que je désire. D'un point de vue tout bête, pour dire d'une façon comme ça, banale, un peu terre à terre, hein. C'est-à-dire, quand un homme blanc entre 40 et 50 ans désire avoir une 4x4, voyez, et qu'il dit je désire, bon, je désire, c'est-à-dire la seule chose dont vous devez être sûr, qu'il est une marionnette totale de la surdétermination, vous comprenez? C'est-à-dire je désire, n'est-ce pas? C'est mon désir, et alors cette identification en plus aberrante de ce que je désire avec une instance de liberté, c'est mon désir, n'est-ce pas? Et alors connais-toi toi-même, ça veut dire, écoute, essaye quand même un tout petit peu de voir par quoi tu es bougé, n'est-ce pas? Par quoi tu es bougé, hein? C'est-à-dire par quoi tu es bougé. Alors, cet homme-là... Alors juste, il y a un texte de Leibniz, un passage, j'ai plus la référence, mais enfin, où il dit très clairement, je vous la donnerai, je la retrouverai, il dit très clairement, l'individu ne préexiste pas au point de vue. Voilà. Il dit, c'est le point de vue qui détermine l'individu. Parce qu'effectivement, on l'avait dit déjà à plusieurs reprises, chaque notion enveloppe la totalité du monde, mais elle en exprime clairement qu'une portion, qu'un quartier restreint. Et effectivement, pour Leibniz, l'individu n'est pas l'individu au sens moderne, et encore moins postmoderne comme on entend. L'individu ne préexiste pas au point de vue. C'est le point de vue qui fonde l'individu. Du coup, on ne peut pas dire « je désire ». Parce que si on dit « je désire », le « je » précède c'est-à-dire l'objet. Les désirs précèdent les jeux. Les désirs précèdent les jeux. Tu vois, on va parler comme Yoda alors. Yoda dans la guerre des étoiles. Il inverse les sujets et les verbes. Ah non, je ne connais pas. Peut-être, je ne connais pas. Non, c'est-à-dire que, tu vois, dans l'exemple tout con du mec de 40-50 ans, blanc, cadre moyen, qui dit « je désire un 4x4 », tu vois. C'est pas exclu qu'à un moment donné, les mecs se rendent compte de la surdétermination absolue de ce qu'il appelle son désir. Tu comprends? C'est-à-dire que les mecs se rendent compte de que, au fait, c'est pas endogène, que le désir n'est pas une source endogène de sa singularité, quelque part. Bon, à l'instar de l'exemple de la 4x4, à peu près tout, non? C'est-à-dire... Je suis traversé par un désir. Si, je suis traversé et je suis constitué par ce désir-là même.
C'est-à-dire qu'une batterie des désirs, des tendances, des tropismes constitue mon être au monde. C'est-à-dire, je ne suis pas au monde un être qui désire et qui peut changer ses désirs. Je suis constitué, les points de vue, ça veut dire ça, pour Spinoza comme pour Leibniz, ce point de vue, ça veut dire dans une certaine philosophie, le contexte. N'est-ce pas? Donc, le sujet ne précède pas, le sujet n'a pas un point de vue, je n'ai pas un point de vue. Je suis constitué dans un point de vue. Je suis constitué dans un point de vue. Alors, effectivement, ça pose la question pour les occidentaux que plus ou moins nous sommes, ça pose la question du libre arbitre, la question d'un narcissisme de celui qui décide, n'est-ce pas, un homme en voix, etc., des trucs comme ça. Mais effectivement, l'idée, oui, l'idée c'est ça. L'idée c'est que l'individu qui dit je désire, la société qui se pense comme une série d'individus qui décident, qui désirent, eh bien cette société-là a un certain niveau de réalité, mais cette société-là a un certain niveau de réalité, mais n'est pas la réalité, n'est-ce pas? Pourquoi? Eh bien parce que la réalité que cette société-là est une création, une production historique, culturelle, biologique, une production qui se base dans l'oubli de ça. Et pas simplement ça se base dans l'oubli de ça, mais plus encore, on identifie ça avec la pathologie. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on va identifier la surdétermination qui nous constitue comme pathologique. Hein? C'est-à-dire, on va dire un fou est quelqu'un justement qui ne décide pas sur ce désir, qui est bougé par autre chose. Vous voyez? Alors effectivement, oui. Justement, je pensais à ça. Là, le mec qui achète son 4x4, dans la situation dans laquelle il a tout à gagner, enfin, tout à gagner. Socialement parlant, dans la société, son 4x4, ça va aller, ça ira très bien. Mais le fou, si par exemple, je parle qu'un adolescent ou une adolescente de 14 ans se met à tuer des chats, qu'elle n'a rien à gagner à tuer des chats socialement, comment expliquer que des désirs dans lesquels les individus n'ont pas gagné socialement adviennent pour autant? Parce que si tu veux, c'est un tout petit peu une question que j'avais évoquée une fois par rapport en disant c'est une question de coup de bol, quelque part. Tu vois, c'est une question de coup de bol. Justement, on ne choisit pas ce qu'on désire, mais c'est un peu la société ou les contextes qui désirent au travers de nous. Donc ça peut être totalement un coup de bol, effectivement. C'est plutôt du bol de désirer un 4x4 que de désirer un enfant mineur, mais il est évident que tout participe plus à me faire désirer un 4x4 qu'à me faire désirer un enfant mineur. Donc ça ne peut pas être qu'un coup de bol non plus. Absolument, absolument. C'est-à-dire, tout à fait. Là, il y a deux choses. D'abord, c'est vrai que la question qu'on va se poser là, que c'est le point suivant, c'est, mais ici, parce qu'il y a une existence, quand même, il y a une existence, cette identité, aussi paradoxale soit-elle, aussi changeante soit-elle, il y a quelque chose qui existe comme une unité là. N'est-ce pas? Alors, effectivement, l'idée c'est de dire, mais quelles sont les possibilités? Quelle est la possibilité? Qu'est-ce qui peut faire ça avec ça? N'est-ce pas? Et avec ça. Qu'est-ce qu'il peut faire ça? N'est-ce pas? Est-ce qu'il peut faire quelque chose ou pas? Alors, là-dessus, on peut dire comme ça, pour aller vite, après revenir là-dessus, on peut dire qu'il y aurait trois tendances. N'est-ce pas? Une, ça serait de dire, ça ne peut rien faire. Et c'est la position plus de la tradition extrême-orient, n'est-ce pas, et hindoue à la fois, qui va identifier l'individu avec Maya. Maya, ça veut dire illusion, qui va dire, c'est une illusion. C'est-à-dire que ma permanence, ma persistance est une illusion. L'autre position est la position occidentale, qui est la position, disons, cartésienne, hein, mais pas que cartésienne, hein, qui est l'idée de la conscience, qui va donner un rôle à la conscience comme ce qui échappe aux surdéterminations matérielles.
hein, alors tout ça est surdéterminé par ce qui est matériel. Mais il y aurait une instance autre, âme, conscience, n'est-ce pas, qui permettrait d'échapper à ça. Donc, d'un côté, il y a l'hypothèse radicale de la non-existence, de l'illusion. Ma vie est, en tant que quelque chose de personnel, etc., c'est une illusion. De l'autre côté, non. De l'autre côté, il y a une unité très costaud qui même échapperait au devenir et aux aléas du corps, qui est la conscience, l'âme, etc. C'est l'exemple de Buridan, avec l'âme de Buridan, etc. Bon. Et la troisième position, n'est-ce pas, c'est pas comme De Gaulle, non, la troisième position, qui est absolument en dehors de ce là est celle de la connaissance. La connaissance. Je vais essayer de montrer après en quoi se différencie la connaissance de la conscience. N'est-ce pas? En quoi il y a une différence entre la connaissance et l'idée de la conscience. Hein? La conscience toujours renvoie à une entité, quand même bien que mal, de libre arbitre, qui peut décider sur ses déterminations et ses choix. Hein? La connaissance est autre chose. Mais on va revenir là-dessus parce qu'effectivement, l'idée c'est ça. L'idée c'est, si l'homme de la modernité, c'est exactement le problème central qui nous occupe, mais qui occupe aussi notre monde actuel. Si l'homme de la modernité, l'homme qui décide avec sa conscience, etc., ne fonctionne pas. C'est-à-dire, au contraire, on s'amuse à montrer de tout point de vue, par big data, par ci, par ça, on s'amuse à montrer que, vraiment, par la vie artificielle, l'intelligence artificielle, on s'amuse à montrer de plus en plus que ce n'est qu'une série d'algorithmes surdéterminés et surdéterminants. Donc, il y a une sorte de dissolution totale. De l'autre côté, il y a le retour de la possession maya sur voilà, le retour de tous les intégrismes, l'islam politique qui va dire tu obéis, tu n'existes pas, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'idée de la non-existence de l'individu n'est pas simplement quelque chose de l'ancien hindouisme, hein, c'est-à-dire il y a pas mal de positions, dont par exemple une certaine lecture de l'islam qui va dire bon, croire à ton libre arbitre, croire que toi tu peux faire des choses est un péché en soi. Donc il y a ces deux tendances aujourd'hui. Donc effectivement agir et penser dans la complexité veut dire bah, au-delà de ces deux tendances-là, hein, quelle est cette possibilité? Ouais. Mais bon, je vais revenir là-dessus, je voulais juste par rapport à ce qu'a dit Bastien, à quoi on appelle les meilleurs mondes possibles, que toujours c'est très provocateur, comme ça dans nos oreilles ça revient un peu provocateur, on dit c'est les meilleurs mondes possibles, mais à la fois donc ça veut dire qu'on ne peut rien changer, ou ça veut dire que l'horreur du monde il faut l'accepter, n'est-ce pas? Bon, ce qui veut dire par les meilleurs des mondes possibles, dans tous les cas certainement, entre autres, ça veut dire que tout ce qui existe est plus puissant de ce qui n'existait pas. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a un principe phénoménologique là, qui est de dire ce qui existe, c'est le principe des raisons suffisantes à la fois, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ce qui existe est plus puissant de ce qui n'existe pas. Et là, on revient petit à petit à ce que je voulais aborder maintenant, qui est les rapports entre la pensée, non, les possibles de la pensée, et les compossibles de l'existence. Non? Pourquoi? Parce que tel est le phénomène humain. Le phénomène humain est fait de ces rapports, cette interface conflictive, non, entre les mondes du symbolique, de la technique, des principes, n'est-ce pas, et les mondes du vivant. Hein? C'est que nous, dans notre schéma, Bastien il a apporté des photocopies de Mamotreto, que c'est un peu le cœur central du bouquin qu'on a fait, qu'on a travaillé. Je vais commencer à le présenter par rapport à cette problématique-là. Non? Alors, ici, nous mettons... Il n'y en a pas un pour deux, si vous pouvez. Ici, nous mettons ce qu'on appelle les champs biologiques. Ici, on met quelque chose qu'on appelle les mixtes.
Les mixtes, c'est ce qu'on appelle les mixtes, on pourra revenir plus tard, mais ce qu'on appelle les mixtes, c'est par exemple la langue, la culture, la technologie, l'urbanisme, la macroéconomie, n'est-ce pas? C'est quoi? Les mixtes sont toutes ces réalités qui se comportent comme des organismes, mais qui n'ont pas une autonomie comme les organismes. Elles ne peuvent pas exister sans des organismes. C'est compréhensible ce que je dis là? L'exemple le plus clair toujours, c'est l'exemple de la langue. Hein? C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on dit une langue vivante, une langue morte. Pourquoi? Parce qu'effectivement, un mixte, hein, la langue, si la langue est une mixte, si la langue est un mixte, c'est parce que la langue se comporte comme un organisme vivant, mais il dépend des organismes vivants. Si des êtres humains ne parlent plus une langue, ben la langue meurt, se désagrège. Donc il y a un côté vivant. Mais à la fois, elle est vivante parce qu'elle naît, elle se développe, elle peut mourir, mais elle n'est pas autonome, comme les organismes qui naissent, se développent et vivent. Alors pourquoi on dit champ biologique? On dit champ biologique parce que notre hypothèse est une hypothèse que certains autres biologistes, épistémologues ont eu déjà, non? Huxley par exemple, au plus près de nous, Augustin Berg, n'est-ce pas? Qui est de dire que les vivants, sous ces différentes formes, que ce soit les animaux, les plantes ou l'être humain, ne peuvent pas en soi être séparés de leur existence dans un champ. Vous comprenez champ comme un champ de force. Hein? C'est-à-dire, le vivant, les différentes espèces, les différents vivants, ne peuvent pas être pensés vraiment comme autonomes, n'est-ce pas? Comme autonomes. Ils ne peuvent pas être pensés comme un vivant dans un décor, pour dire comme ça. Hein? C'est-à-dire, chaque vivant et chaque espèce est un élément d'un champ. Hein? Alors, bon, par rapport au Mamotreto, on peut revenir sur plusieurs choses, mais là, ce que je vais continuer sur la question des possibles et compossibles, n'est-ce pas? Alors, je mets là l'humain ici, pourquoi? Je mets la tête de l'humain ici parce qu'effectivement, notre cerveau est visiblement l'organe qui, depuis les champs biologiques, a la fonction de cette interface. Hein? C'est-à-dire que nous pouvons constater sans trop de mal que malgré qu'il existe des protocultures animales, malgré qu'il existe des moyens de communication animale, malgré tout ça, effectivement, là où il n'y a pas du tout d'humain, les champs biologiques ne produisent pas quelque chose qui se détache avec une certaine autonomie. Vous comprenez? C'est-à-dire, même les protocultures animales, parce qu'il y a effectivement des protocultures animales, il y a un proto-langage animal. Pourquoi proto? Eh bien, je pense que l'idée des proto, on peut revenir sur les questions de culture animale, et c'est très très intéressant, mais proto, pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a quelque chose qui ne se dégage pas. Vous comprenez? Qu'elle n'existe pas dans une autonomie. Alors, les cerveaux humains se trouvent dans cette interface-là, se trouvent dans l'interface entre les champs des mixtes, alors mettons les symboliques pour dire comme ça, il n'y a pas que ça, hein, et les champs de vivants. Alors, ici, dans les mixtes, nous pouvons imaginer un tas de choses. Et la langue elle-même, la culture elle-même, la pensée elle-même, dans son autonomie, produit des possibles. Hein? C'est l'hypothèse du Mamotreto, c'est l'hypothèse des champs biologiques. Hein, Il y a une chose, je ne sais pas si c'est le moment de poser la question, mais il y a une chose que je n'ai pas compris, c'est pourquoi vous dites que ce n'est pas nous qui utilisons la langue, c'est la langue qui nous utilise. Et je ne comprends pas ce que ça veut dire. D'accord, je vais venir à ça. Alors, je vais arrêter où exactement? Alors,
Les protos. Les protons, on dit pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une autonomie. Là, on vient à la réponse. Il y a une autonomie. Autonomie, ça veut dire quoi? Autonomie, ça veut dire que dans les champs de mixte, non, la pensée, par exemple, la pensée, en utilisant la langue, la culture, bon, la pensée utilise un tas d'éléments. Un fonctionnement qui est autonome. Hein, c'est-à-dire, c'est ça, des protocultures à culture, pour le dire comme ça. Ce qui va s'opérer, c'est les dégagements des niveaux de fonctionnement avec une certaine autonomie. Pourquoi je dis certaine autonomie? Eh bien, parce que fonctionne de façon autonome, mais en dépendance de son rapport avec les champs biologiques. Vous voyez, par exemple, la langue, hein, vous savez, la langue détermine ses propres possibles. C'est-à-dire, la langue détermine qu'est-ce qui peut être dit, qu'est-ce qui ne peut pas être dit, comment va être dit. La langue évolue toute seule. La langue est une combinatoire avec un haut degré d'autonomie. C'est pour ça qu'on a raison. Ce n'est pas une métaphore de parler des langues vivantes. Hein. Alors, une langue, par exemple, permet, avec son écriture, par exemple, n'est-ce pas, Giuseppe Longo, il a fait un travail sur la différence entre les langues alphabétiques et les langues idiogrammatiques, par exemple, non, les idéogrammes et la langue alphabétique. Hein. Bon, il s'avère, par exemple, que par rapport à l'écriture, il y a certains concepts que certaines langues peuvent penser et produire, et d'autres concepts que certaines langues ne peuvent pas penser et produire et que produisent d'autres. Vous voyez? Par exemple, le concept d'être. Le concept d'être, c'est un exemple assez courant. Bien, dans les chinois, on ne peut pas avoir, pour dire l'être, dans le sens que nous le disons tout le temps, l'être, l'événement, l'être, les liens, l'être, n'est-ce pas? Eh bien, pour dire l'être, il faut utiliser un tas de circonvolutions, des paraphrases, qui expliquent ce qu'il veut dire quelqu'un quand il dit être. Vous voyez? Comme les concepts de vide ou d'autres concepts comme ça. C'est-à-dire que la langue, une langue, va à rendre possible certaines choses, produire certaines images, produire certains projets pour certaines stratégies, n'est-ce pas? Et interdire d'autres. Alors, la langue, pour répondre à la question, une langue n'est pas quelque chose qui émerge de la tête ou de la pratique des humains. Tout ce qui existe ici comme mixte, la langue, la technique, la macroéconomie, l'urbanisme, je ne sais pas, une série de mixtes non exhaustifs, non? Tout ce qui existe ici est produit ou émerge, chacun par rapport aux références qui lui plaira plus, est produit par l'ensemble du champ biologique. Dans l'ensemble du champ biologique, on met aussi des éléments inertes, n'est-ce pas? Une montagne, un fleuve, font partie du champ biologique. Hein? Et alors, c'est un tout petit peu ce que moi, plusieurs fois, j'ai dit, j'ai écrit, j'ai développé, qui est par exemple l'exemple facilement constatable de comment les peuples des montagnes produisent la musique des flûtes, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ce n'est pas que, vous voyez, un mec dans l'Himalaya et un Indien dans l'altiplano de la Bolivie et l'Argentine ont eu l'idée de jouer la flûte, vous comprenez? Pour qu'il y ait musique de flûte, il faut les montagnes, les condors, le manque d'oxygène, une végétation très très dure, n'est-ce pas? Des végétations dures et secs, que, au miracle, quand les vents passent à travers cette végétation dure, très sec, fait, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la flûte est là, n'est-ce pas? La flûte est là. C'est-à-dire que, et les peuples des rivières, par exemple, produisent au miracle des cordes. Hein? L'harpe, la guitare, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'exemple de la musique, c'est pour illustrer aussi à la fois comment ce qui va émerger ici, hein, n'émerge pas comme un produit de l'homme. Hein? À l'instar de la musique des flûtes, qui n'émerge pas de l'homme,
émerge d'un ensemble, hein, dont l'homme participe, effectivement, mais d'un ensemble. Alors, la langue n'est pas parlée par l'homme, n'est-ce pas? La langue a besoin des hommes, mais a besoin d'un paysage, a besoin de tout un champ pour être parlé et pour exister, vous comprenez? Mais ça ne me semble pas correct de dire l'homme possède la langue. À vrai dire, la langue en tant que combinatoire autonome capture des hommes, capture des paysages, capture des éléments vivants, n'est-ce pas, pour exister. Et la langue ne parle pas que de l'homme, ne parle pas que depuis l'homme. La langue parle et pour parler capture des éléments vivants. Cette langue qui parle, c'est symbolique, cette pensée produit d'éléments qui sont propres, Parmi les éléments qui produisent cette langue, et c'est là la conflictualité qui existe ici, dans cette barrière, hein, ça c'est une barrière, hein, barrière assez compliquée. Transactif. Absolument, stochastique, absolument, tout à fait. Alors, il existe ici une conflictualité. Pourquoi? Et ça tient particulièrement au phénomène humain. Eh bien, ça tient au phénomène humain parce que je vous rappelle que si bien la langue, pour exister, capture un ensemble complexe et qu'elle n'inclut pas que l'homme, hein, sans l'homme, elle ne peut pas exister. C'est-à-dire ce qui va, les passages des proto-langues à langue, est effectivement le fait de que l'homme est cet animal qui était indispensable pour cette émergence ou cette production. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ici, il y a un régime des possibles qui n'est pas marqué par les possibles de l'homme ni les possibles des vivants. Ici, il y a un régime des possibles et ici, il y a un régime des possibles. C'est compréhensible, ça. Hein? C'est-à-dire, par exemple, tout bêtement, ici, dans le régime des possibles de la langue, je peux écrire un livre dans lequel j'écris que Gilgamesh était immortel. N'est-ce pas? Voilà, j'écris Gilgamesh est immortel. Mais ici, par exemple, je peux aussi dire il ne faut pas désirer la femme de ton voisin. N'est-ce pas? Ici, je peux dire. Le problème, c'est quand, ou ici, je peux dire tous les hommes sont égaux. Ou ici, je peux dire les noirs sont inférieurs aux blancs. Ou ici, je peux dire un tas de choses, n'est-ce pas? Mais ce que je dis ici, c'est que ici est dit, plutôt, non? Ce qui ici est dit, ce qui ici est produit, et c'est les paragraphes que tu as lus, hein, qu'il n'existe pas des pensées sans corps. Ce qui ici est dit est confronté de façon conflictive avec le monde du vivant. Parce que ce qui est possible ici n'est pas forcément possible ici. Or, toutes les stratégies, et ça fait au phénomène humain, toutes les stratégies historiques portent témoignage, pas toutes, mais une bonne partie porte témoignage, et dans l'Occident, presque toutes, portent témoignage de cette conflictualité dans laquelle la langue, non, le symbolique, la pensée, tente de vaincre son soubassement organique. C'est ce qui fait dire à Foucault cette phrase dans son article sur la dystopie-utopie, qui va dire toute utopie se base sur la haine du corps. Pourquoi? Parce que pour tout projet théorique, spirituel, langagière, culturel, etc., finalement, les corps dérangent. Finalement, les corps dérangent. Parce que les corps existent dans une multiplicité, dans des cycles, dans des rythmes, dans des besoins, dans des possibles, que rien ne pousse, rien n'oblige à que coïncident
avec les possibles de la langue, n'est-ce pas? Donc la barrière des possibles, la première barrière des possibles et compossibles, est cette barrière conflictuelle entre les possibles en théorie, les possibles définis, hein, et la compossibilité qui va être donnée par le fait de que dans le monde, il y a des corps. C'est compréhensible ça? Alors, de ce point de vue-là, la question c'est, il y a deux questions qui se dégagent là. Une, c'est la question de la connaissance. Mais avant de venir à la question de la connaissance, non, bon, il est important de voir que l'homme en tant qu'homme, non, en tant qu'homme, l'homme avec un grand H, je ne sais pas, non, il est là. Hein, l'homme, quand on dit l'homme de l'humanisme, il est là. Mais l'espèce, en tant qu'espèce, elle est là. Alors, avant de venir là, ce qu'il faut voir, c'est un tout petit peu comment fonctionne cette conflictualité-là. Quand on dit la langue capture des humains, hein, pour ses propres projets, pour dire comme ça. C'est une stratégie sans stratège. Alors, un des problèmes actuels, c'est que par exemple, la technoscience va s'adresser au cerveau du vivant, par exemple. On s'adresse au cerveau des vivants. Il va dire, mais comment fonctionne le cerveau du vivant? Alors, c'est un tout petit peu, vous savez, tout ce qui tourne autour de l'idée de la chimie, de l'amour, la neurophysiologie de l'amour, les neurosciences, etc. Alors, c'est là où il est intéressant de comprendre cette dialectique conflictuelle entre les mixtes et l'organique. Comme moi, en utilisant l'imagerie médicale, par exemple, etc., j'arrive à cartographier dans les cerveaux humains, on va mettre les cerveaux un peu à part, comme ça. Quand j'arrive à cartographier, qu'est-ce qui se passe dans les cerveaux quand quelqu'un, par exemple, est amoureux, quand quelqu'un est fâché, quand quelqu'un réfléchit. Moi, j'ai cartographié ça, n'est-ce pas? J'ai cartographié ça. Et j'ai dit, voilà, je sais qu'est-ce que c'est d'être amoureux. Être amoureux, c'est 3, 4, 10, peu importe, processus et circuits qui se mettent en branle quand quelqu'un est amoureux. Or, si j'utilise l'exemple de l'amour, c'est parce que l'exemple de l'amour est un exemple très particulier. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ces circuits-là, bien que changeants, ces circuits-là, grosso modo, on peut les identifier dans des cultures différentes, dans des modes différents, dans des êtres différents. En revanche, à quoi on appelle l'amour? Où est-ce que vous mettriez les sentiments amoureux? Et oui, le problème c'est que... Il y a une idéologie de l'amour. Hein? Il y a une idéologie de l'amour. Il y a une culture de l'amour. En France, il y a un bouquin que après j'ai essayé d'écrire la suite humblement, qui est le grand bouquin de Rougemont, qui s'appelle L'amour et l'Occident. Hein? Moi, je continue à travailler pendant quelques années là-dessus. J'ai écrit un bouquin qui s'appelait Les paris amoureux, avec un autre philosophe, Datos Cavino. Parce que qu'est-ce qu'il va dire Rougemont? Rougemont va dire quelque chose de très intéressant. Il ne parle pas de physiologie, hein, mais c'est ce qu'il va dire, c'est ça. Il va dire, ces sentiments-là, non, ces circuits-là, que nous appelons l'amour, non, que nous appelons l'amour, l'amour est une capture historique de ces sentiments-là. Vous comprenez? C'est-à-dire que les sentiments, les affects, ces fonctionnements neurophysiologiques, on peut dire, c'est pas le cas, mais on peut dire, existent toujours. On peut dire, existent toujours. Ce qui va apparaître à un moment donné, et qui va fonder en partie l'Occident, hein, c'est l'hypothèse ici de que ces processus-là vont être capturés et que signifie l'amour. Vous comprenez? C'est-à-dire que ces processus-là sont capturés, sont découpés
ils vont dire, ces processus-là, ils vont s'appeler l'amour, représentent l'amour. Mais l'amour et les processus, les soubassements neurophysiologiques, ont une conflictualité et une indépendance telle que ce qui va expliquer Rougemont, c'est qu'à un moment donné, vous comprenez, à un moment donné, d'un point de vue culturel, on va capturer une série de sentiments, et à partir de cette série de sentiments qu'on va capturer, qu'on va découper, on va dire, ça c'est l'amour. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'amour, c'est intéressant parce que, bon, en plus, Rougemont, ce qu'il va expliquer, c'est comment ces sentiments amoureux vont casser les alliances par lignage, n'est-ce pas? Comment on va permettre d'apparaître les fameux discours d'Héloïse et Abélard, surtout d'Héloïse, n'est-ce pas, sur l'amour, n'est-ce pas, comme une base d'autonomie. C'est-à-dire, moi, individu, vous voyez, c'est-à-dire, tout à coup, la Constitution, moi, individu, j'aime toi, individu, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est la naissance de l'individu avec une intériorité, qui aime, que c'est son libre arbitre, etc. Non? Bon. Alors, Rougemont va expliquer comment la production du sentiment amoureux, la production, non, du sentiment amoureux, que moi je dis, c'est la capture des affects réels, des affects qui ont une base physiologique, n'est-ce pas? Eh bien, la capture et l'ordre de ces sentiments-là, dans un ordre culturel, dans un discours, vont produire l'amour, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, de ce point de vue-là, on peut dire qu'un bonhomme et une bonne femme est capturé et participe au sentiment amoureux. C'est compréhensible ça? C'est-à-dire que l'amitié, l'amour, je sais pas, la rage, la colère, ce sont autant de figures culturellement et historiquement produites que pour exister effectivement capturent des éléments réels du champ biologique, hein, mais qui ne sont pas la traduction. C'est pour ça que je parle dans cette frontière de transduction. Transduction, ça veut dire que chaque niveau existe de façon autonome et il y a des stimuli des deux côtés, n'est-ce pas? Alors, ces stimuli-là sont ordonnés à partir d'un certain moment, par exemple, comme amour. On va nommer amour à ça. On va nommer amitié à ça. C'est compréhensible ça? C'est-à-dire que je participe en tant qu'animal, en tant que mammifère, n'est-ce pas, je sais pas, en tant qu'individu, je participe, je suis capturé par quelque chose qui, dans cette culture, est ordonné et présenté comme le sentiment amoureux. Chose qui fait que, quelque part, les sentiments amoureux, les sentiments d'amitié, ce sont des sentiments qui, effectivement, peuvent être vécus, expérimentés, à deux, ou tout seul, à trois, vous comprenez? C'est-à-dire que les sentiments amoureux n'est pas quelque chose, contrairement à ce que nous pouvons sentir, contrairement à notre conviction, n'est pas quelque chose qui entame l'intersubjectivité. Ce qui va entamer, c'est peut-être l'effet de partager entre deux personnes, hein, cette capture. Mais quelque part, ça mène à dire, par exemple, d'une façon un tout petit peu paradoxale, que quelqu'un qui est seul dans un cachot, isolé, peut effectivement, à un moment donné, participer d'un sentiment d'amitié. Alors on dit, mais comment? L'amitié, c'est intersubjectif, c'est avec quelqu'un. Eh bien, si nous commençons à comprendre ça, nous voyons pour nous pourquoi c'est si important ça.
Pour nous, c'est très important, j'essaie d'expliquer un tout petit peu, d'aller un pas en avant pour comprendre pourquoi tant d'efforts là-dessus. Parce que nous sommes bombardés tous les jours par ces nouveaux possibles donnés par la technique, n'est-ce pas? Et qui posent des questions qui, de mon point de vue, sont des questions tout à fait inversées et mal posées. Par exemple, c'est la question de est-ce que je peux avoir un ami robot? Est-ce que je peux expérimenter l'amour avec un robot, avec une machine, n'est-ce pas? Alors, dès ce point de vue-là, quels sont les éléments dans le soubassement qui participent au sentiment amoureux ou de l'amitié n'ont aucun problème, ne posent pas de problème, vous comprenez? C'est-à-dire que je peux effectivement expérimenter un sentiment profond d'amitié en étant seul, en étant avec quelqu'un, ou en étant avec un livre, ou pourquoi pas, en étant avec une machine. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas l'intersubjectivité entre individus d'une espèce. Et alors là, effectivement, c'est l'horreur, parce qu'on dit, si vraiment l'amitié, l'amour, la pensée, l'intelligence étaient des productions qui dépendaient de l'intersubjectivité, non, de membres, effectivement, on se dirait quelle énorme mutation signifierait d'être ami avec un robot. Pourquoi? Parce que ça signifierait que ces robots-là auraient dépassé toute singularité du vivant, n'est-ce pas? Or, si nous pouvons essayer de commencer à comprendre que ces grandes formes, pour dire comme ça, hein, culturelles, historiques, c'est-à-dire que l'amour va naître à un moment donné, et vous verrez comment aujourd'hui est justement une forme historique qui tend à disparaître. L'amour comme on l'a connu en Occident, et une forme historique qui tend à disparaître. Par exemple, certains types d'amitié, l'honneur, je ne sais rien, n'est-ce pas? Bon, si nous pouvons comprendre que ce qui ordonne les grands blocs culturels existe ici en capturant d'éléments du vivant, du coup, un des grands défis pour notre culture qui pose tous les appareils digitaux, l'intelligence digitale, la vie artificielle, l'intelligence artificielle, etc. Et bien tout à coup, nous, on peut se rendre compte que c'est pas par là que se passe la chose. Tu voulais... Non, il me semblait que, parce que l'hypothèse de Rougemont, c'est d'arriver à dessiner d'une certaine manière, enfin, ou à montrer comment, au terme de la capture du champ biologique par une idée culturelle nouvelle qui s'appelle l'amour, on arrive à dessiner un être et une identité. Absolument. Il me semble que c'est la même chose, que c'est ce que prolonge Foucault aussi dans son travail sur la sexualité. Absolument. C'est-à-dire qu'il repère la sexualité comme une création culturelle moderne par laquelle et à travers laquelle on prétend expliquer l'identité de l'être. Absolument. Enfin, je n'ai pas lu toute l'histoire de la sexualité, mais il me semble que c'est ça. Mais absolument, c'est-à-dire que eux, ni Rougemont ni Foucault ne parlent pas de biologie, ni de champs biologiques, n'est-ce pas? Ils parlent d'une série de processus qui historiquement sont capturés comme ci, ou historiquement sont capturés comme ça, n'est-ce pas? Une série de processus que pour moi, oui, c'est important, et qu'est-ce que j'essaie de définir dans les modèles organiques, une série de processus en provenance du champ biologique, mais qui peuvent être capturés et ordonnés d'une certaine façon ou d'une autre. Par exemple, moi je crois effectivement que le sentiment amoureux, dans le sens des romantiques allemands, dans le sens que Rougemont va le définir, etc., peut-être le romantique allemand, il y a une différence, mais bon, dans le sens de l'amour et l'Occident, eh bien, il y a quelque chose de cette expérience qui ordonne, vous comprenez, qui ordonne nos processus en tant que mammifères, pour dire comme ça, non? Cette canalisation, cette façon d'ordonner ces processus-là
sous la forme des sentiments amoureux, des discours amoureux, eh bien, commence à un moment donné, hein, et accompagne, et est une source fondamentale pour façonner l'Occident. Hein. Et aujourd'hui, il y a quelque chose dans notre hypersérialisation, dans ce détissage de l'individu vers les profils, qui fait que, du coup, cette forme historique des captures, qui arrivait à capturer effectivement ce processus-là et à produire quelque chose qui, on nommait l'amour, on reconnaissait là-dedans l'amour, eh bien, il y a quelque chose des processus biologiques hybridés avec le monde digital, etc., qui ne se laissent plus tout à fait capturer par ce que, historiquement, on appelle l'amour. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a une dislocation, de cette unité qui était l'individu, l'homme occidental, qui aime, qui décide, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, voilà, l'idée c'est ça, l'idée c'est, s'il y a de l'amour, c'est parce qu'il y a de l'individu, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'individu aime un autre individu. Hein? Et vous savez bien comment l'Église catholique, quand elle a vu exploser les liaisons par lignage, s'est pressée de donner une nouvelle structure, parce qu'il n'était absolument pas question de permettre à cette nouvelle figure de l'humanité, qui était l'individu, de décider ce qu'il voulait, sans aucune structure. Et alors ils vont créer, le Vatican, vite fait, va créer le troisième sacrement, qui est le mariage. Il y avait les baptêmes, l'expromotion, et ils disent, ah non, 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 non. Alors, l'Église catholique capturait à la naissance, assurait le passage, et dit, ah non, mais au milieu, ils font n'importe quoi, là. Ils commencent à s'aimer comme ils veulent, ils décident au-delà du lignage. Alors, il va dire, d'accord, ok, vous vous mariez d'individu à individu, c'est-à-dire que l'Église catholique, avec son pouvoir d'adaptation fantastique dont Francisco il est la preuve, n'est-ce pas, aujourd'hui, eh bien, il va accepter l'émergence des individus. Et elle est débordée un peu par sa gauche pendant un moment, par la réforme, mais quand même, l'Église catholique arrive quand même à s'adapter et dire, ok, d'accord, maintenant vous voulez être des individus, vous ne voulez plus être des sujets de Dieu, vous voulez être des sujets de libre arbitre, ok, très bien, mais alors au moins vous vous mariez, dans l'Église. Voilà. Eh bien, cette forme de capture qui correspondait à un âge, à une époque historique, à un formatage historique, eh bien, aujourd'hui, dans la dislocation de cette forme de l'humanité, de cette culture occidentale des individus, dans cette dislocation fait que, paradoxalement, toutes les pratiques liées à ces sentiments amoureux, à discours amoureux, à la figure de l'amour, commencent à affaiblir ces formes-là, comme ça commence à affaiblir la structure familiale, comme ça commence dans tous les processus de déterritorialisation. Donc peut-être sur la question entre le découpage et le découpage qui en fait capture, le découpage qui capture le soubassement. C'est la différence, la différence entre le découpage et la discrétisation. C'est ce que tu disais par rapport au fait que le découpage procédé par la langue capture le soubassement, pas que le cerveau, mais le soubassement matériel. Bien sûr, oui, tout. Et sur la discrétisation, voilà, on a une rupture, une discontinuité matérielle qui explique aussi effectivement la perte de puissance. Oui. Oui, parce que cette capture correspond à une capture historique, c'est ça, bien sûr. C'est-à-dire que, oui, la capture, c'est-à-dire qu'on peut dire par exemple, pendant un certain temps, pas pendant un certain temps, on peut dire par exemple, qu'est-ce qu'est un sujet par exemple pour un Indien de Patagonie, comme on donne l'exemple, n'est-ce pas? Eh bien, un sujet pour un Indien de Patagonie n'est pas ça. Les sujets incluent par exemple la montagne, les fleuves, les animaux. Vous comprenez? C'est-à-dire que historiquement, la capture de ce qui est un sujet, ce que nous appelons en Occident un sujet, capture des éléments différents. Et l'Occident
va prétendre que ce qu'il capture, c'est l'être humain. Mais même pas l'être humain dans son entier. Parce que l'idée cartésienne, c'est quand même que ce qu'il capture, c'est cette partie-là, la conscience. Vous voyez? C'est-à-dire que les découpages de quoi on appelle un sujet de l'agir, je ne sais rien, n'est-ce pas, c'est un individu, c'est le problème de l'individuation. Eh bien, ça change absolument historiquement. Vous voyez, c'est-à-dire que pour Descartes, ce qui caractérise l'être humain, c'est même pas l'ensemble de l'être humain en tant que corps. Parce que tout ça, c'est de la mécanique pour Descartes. C'est une partie. Mais alors, comme je reviens à mon exemple de Foucault et l'histoire de la sexualité, parce que où est-ce qu'on arrange, par exemple, la sexualité? Dans le champ biologique ou dans les mix? C'est-à-dire que la question de la sexualité, elle est effectivement inséparable des mixtes. Tu vois, c'est-à-dire, il n'existe pas une sexualité dans le champ biologique. Tu vois, c'est-à-dire que quand quelqu'un dit la liberté sexuelle, tu vois, la liberté sexuelle est un mode de capture du champ biologique, tu vois, qui dit les humains doivent pouvoir faire l'amour quand ils veulent, comme ils veulent, ou comme on disait Reich, même sans fantasme. Vous voyez? Alors, Reich, quand il dit ça, il dit j'ai dit quelque chose d'ici. N'est-ce pas? Et en revanche, les programmes de dire bon, la fidélité, monogamie, que je ne sais pas quoi, pareil, ils vont dire pour l'être humain, ça c'est naturel. C'est ça qu'il doit faire. Ou il va dire l'être humain, il va dire le contraire. Comme l'être humain doit se fonder contre la nature, la sexualité doit être une sexualité endogamique, etc., etc. Alors, la vérité c'est que tout pratique, toute figure de la sexualité existe ici. C'est-à-dire que l'idée de il y a des besoins sexuels ou des tendances sexuelles, tout ça est surdéterminé par le découpage des prêts mixtes. Il suffit de voir la question de l'homosexualité. Hein, c'est-à-dire l'homosexualité est un découpage culturel qui dans certaines civilisations n'est pas identifié comme une identité. Elle n'est même pas découpée en tant que telle. Il y a un tas de cultures dans lesquelles ce que nous appelons des rapports homosexuels, ce sont des passages qui ne sont même pas, vous comprenez, découpés en tant qu'une pratique. Ils ne sont pas séparés. Donc il n'y a pas de captures différenciées. Alors, moi, ce qui est en train de se passer maintenant, c'est que, effectivement, les projets postmodernes, mais la réalité de l'hybridation, bon, t'as des choses de notre actualité, n'est-ce pas, font que cette capture-là, cette capture amoureuse, qui s'est basée sur la possibilité d'identifier et de produire en permanence de l'individu à partir du champ biologique, n'est-ce pas? Eh bien, cette capture-là, aujourd'hui, n'est plus efficace. Et c'est effectivement, parmi toutes les questions de genre, et parmi toutes les questions, effectivement, la question des transsexuels, la question de... c'est parmi toutes les questions qui mettent en cause les grandes unités des mixtes. Hein. Les grandes unités des mixtes qui jusque-là fonctionnaient sont mises en cause. Hein. C'est-à-dire, même la théorie du genre, quand elle ne va pas jusqu'au point de nier l'existence même du biologique, mais quand elle cohabite avec le biologique, la théorie du genre, ce qu'elle va dire, c'est que finalement, homme ou femme est un découpage culturel. C'est-à-dire que l'idée qu'il y a une différence radicale entre homme et femme est une idée qui correspond à un certain découpage culturel, vont dire les théoriciens du genre. Avec un autre découpage, la division ne passerait pas par là, par exemple, vont dire. Et effectivement, c'est-à-dire, s'il n'y a pas de substantialité de l'individu, s'il n'y a pas de substantialité de la personne, eh bien, nous ne pouvons que constater que
effectivement, nous sommes dans une époque dans laquelle les débordements et la caducité de ce qui étaient les grandes figures culturelles qui ordonnaient l'interprétation et qui tentaient de discipliner le vivant, eh bien, sont en train de partir. Peut-être pour illustrer ce que vous dites, je travaille dans le monde médical et c'est vrai que dans les catégories, on a des maladies et dans les maladies de société, plusieurs fois, moi je m'aperçois qu'on a du mal les gens, on a du mal à mettre les étiquettes déjà, énormément de mal sur les maladies de société, les lombalgies, les SPR, les polyarthrites, on n'arrive pas à mettre les étiquettes dessus et une fois qu'elle l'est, elle n'est pas forcément, ça marche pas. Voilà. Ça marche pas. Si, bien sûr, parce qu'on est dans une crise, tout ça on peut l'identifier à la taxonomie, n'est-ce pas? C'est-à-dire la taxonomie, la classification. On est dans une crise de taxonomie, c'est-à-dire que les catégories jusque-là opérant, de par les changements culturels, technologiques, etc., de par les changements, font que cette taxonomie-là, cette classification-là ne fonctionne pas. Vous voyez? C'est-à-dire, même bon, pour parler des gens médicaux, par exemple, eh bien, vous voyez bien comment je l'évoque souvent, c'est-à-dire toutes les connaissances sur la symbiose entre les bactéries et les cellules somatiques, n'est-ce pas? L'idée de que le corps de chacun de nous est constitué par une cellule somatique pour chaque 10 bactéries, n'est-ce pas? C'est-à-dire que chacun de nous est un écosystème. Eh bien, c'est un sacré changement dans la catégorisation du corps humain. Vous comprenez? C'est-à-dire que si un humain est des millions de bactéries associées à des cellules somatiques, si chacun de nous est une colonie de bactéries, dont certaines sont incorporées déjà à nos cellules, et ils se reproduisent quand se reproduit la personne, n'est-ce pas? Alors, effectivement, que ça change, vous comprenez? C'est-à-dire que quand on travaille là-dessus, ben, on est en train de déborder les modèles et les catégories, même du corps humain. Vous voyez? Alors, c'est ça qui pose aujourd'hui la question que, bon, là maintenant il est un peu tard, non? Mais c'est ça qui pose la question, effectivement, de l'agir dans la complexité. Pourquoi? Parce que une des catégories de l'agir était dépendante du découpage de la modernité. C'est-à-dire, si nous pouvons garder l'idée de que nous sommes ordonnés comme existence en tant qu'individus qui pensent, qui ont le libre arbitre, etc., c'est une chose. Si cette catégorisation-là ne peut plus tenir le coup face à la dislocation, face à la complexité, etc., face à l'hybridation, eh bien, ça pose un problème central, qui est, d'une part, qu'est-ce qui peut agir, quel sera le nouveau sujet de l'agir, et l'autre problème qu'on n'a pas pu aborder, qui est le problème de la différence entre avoir une connaissance, qu'est-ce qu'est la connaissance, n'est-ce pas, et la conscience. Parce que tout agir dans la modernité était toujours fondé sur l'hypothèse de que chacun de nous a une conscience, et quand on prend conscience de quelque chose, on peut devenir maître de notre agir. Eh bien, on va essayer de développer la prochaine fois un tout petit peu la différence qui existe entre cette hypothèse de la conscience, qui est un découpage, et ce que nous présentons comme connaissance, qui est autre chose. Je ne sais pas si, peut-être, s'il y a des questions, on ne peut pas ouvrir un nouveau chapitre. Oui. Moi j'ai une question, vous dites par exemple que vous reprenez je reprends l'exemple de l'homosexualité, va capturer un individu. Et du coup, on va le définir l'individu en tant que homosexuel. Et
Dans les maladies, c'est pareil. Mais des fois, du coup, moi, je suis réticent à poser des étiquettes. On va dire, telle personne, elle a, je ne sais pas si vous connaissez, une algoneurodystrophie. Moi, des fois, j'ai dit, bah non, le dites pas, ne mettez pas l'étiquette. Parce qu'une fois que l'étiquette, elle est posée, c'est dur de s'en défaire, d'enlever l'étiquette. Une fois que vous êtes étiqueté homosexuel, c'est un peu ce que vous avez tout juste commencé. Mais j'aimerais bien vous entendre développer un peu ce côté étiquette, comment se débarrasser d'une étiquette. Une fois qu'on est capturé, qu'on est défini en tant que quelque chose, comment... Voilà. C'est-à-dire que la capture n'est pas à prendre comme une capture qui capture la totalité d'un bon homme, d'une bonne femme. La capture, au contraire, la capture toujours même disloque, hein, à l'instar de ce qu'il va faire Descartes, par exemple. Hein. Pour Descartes, l'identification de à quoi on appelle un être humain, un être humain, c'est certainement pas son corps. Un être humain, c'est défini par un découpage qui va prendre une partie. Bon, il s'avère que chez Descartes, il y a une identification entre cette possibilité de penser et le cerveau. C'est pas pour rien qu'il met la glande pinéale, n'est-ce pas, au milieu. Mais le découpage est un découpage qui prend certaines parties du corps associées à d'autres éléments. Alors, l'homosexualité, comme n'importe quelle autre étiquette ou mode de capture, va à sélectionner dans la multiplicité, que je me répète, cette multiplicité qui nous constitue n'est jamais une multiplicité fermée. C'est-à-dire que je ne suis pas une multiplicité. Non ? Il y a une multiplicité qui, parmi d'autres choses, détermine un jeu. Hein ? Bon. Alors, tout découpage prend des parties de la multiplicité pour s'affirmer. Alors, pour définir qu'il existe l'homosexualité, je dois procéder à un découpage d'une partie d'un individu, d'une personne, d'une pratique, hein, et dire c'est l'homosexualité. Mais l'homosexualité en tant qu'homosexualité n'existait pas. C'est pareil comme on dit pierre et noir. La négritude n'existe pas en soi, c'est-à-dire n'est pas substantielle. L'homosexualité n'est pas substantielle. La négritude n'est pas substantielle, c'est-à-dire que ça correspond à un découpage. N'est-ce pas ? Il y a des cultures, il y a des moments, il y a je sais rien, dans lesquels l'idée de que quelqu'un est noir est aussi arbitraire comme découpage que de juger les gens, par exemple, de qualifier les gens par rapport à son nez. N'est-ce pas ? Par rapport à son nez, par rapport à la taille, par rapport au sexe, effectivement. N'est-ce pas ? C'est-à-dire que, même y compris, ce qui pour nous est tellement fondateur que pour l'édifice analytique semble si central, qui est la sexuation, n'est-ce pas ? Eh bien, même ça est un découpage qui n'est pas substantiel. Vous comprenez ? Un découpage substantiel, ça voudrait dire qu'effectivement, dans la négritude, il y a un élément que, dans toute société, dans toute situation, quelqu'un est noir, n'est-ce pas ? Et alors, effectivement, c'est-à-dire l'effet de qu'à un moment donné, tu te rends compte que tu es noir, ça t'endosse un tas de déterminations que tu assumes ou tu n'assumes pas, mais qui ne te substantialisent pas, vous comprenez ? C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que chacun de nous existe dans une liberté déterritorialisée, non. Mais on se territorialise, non pas dans quelque chose qui est substantiel et qui est interne à nous, antérieur à nous, on se territorialise dans une série de déterminations qui sont historiquement et culturellement déterminées. Vous voyez ? C'est-à-dire, vous savez, ils ont beaucoup râlé quand Sartre il a écrit « Les Juifs existent dans les yeux de l'antisémite ». Alors, c'est un peu rapide de dire ça. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il existe une culture juive, il existe une histoire, ou des histoires juives et des cultures juives, n'est-ce pas ? Donc, on dit, non, mais c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une interprétation un peu presque postmoderne, de dire donc les Juifs, c'est un effet de regard. C'est pas ce qu'il dit Sartre. Si on lit Sartre, c'est pas ce qu'il dit. C'est-à-dire, le problème, c'est que être juif signifie que tu dois te territorialiser dans une série de déterminations qui ne sont pas substantielles. C'est ce qui arrive, vous comprenez ? C'est pas ce qui m'arrive. Bon. Or,
ces identités-là, juifs, noirs, hommes, femmes, je sais bien qu'on touche à des identités de nature très différentes quand je dis ça. Bien. Aussi différentes soient-elles, aussi évidentes et moins évidentes soient les autres, eh bien, aucune serait, de ce point de vue-là, substantielle. Tout correspond à un découpage. Mais découpage ne veut pas dire la canaillerie postmoderne, par exemple de Maffesoli, le sociologue français, qui dit « Chacun de nous choisit sa tribu. » Vous voyez? Aujourd'hui, je suis la tribu Nike, demain, je suis la... Vous comprenez? Non. Dire qu'il n'y a pas de substance identique à elle-même qui te constitue ne veut pas dire que cette identité qui est la nôtre pourrait être absolument déterritorialisée. Ça veut dire ce que j'ai dit au départ, connais-toi toi-même, c'est-à-dire que ton identité, ta permanence, ce qui persiste chez toi, existe territorialisé dans une série de déterminations que c'est ce qui arrive, c'est pas ce qui t'arrive. Je pense qu'on peut dire aussi que ces modes-là, ces modèles de découpage-là, restent pris aussi dans des régimes, jusqu'à aujourd'hui, de possible et de compossible. C'est-à-dire que ce qui va résister au découpage, c'est-à-dire que, évidemment, c'est la différence entre la carte et le territoire. C'est-à-dire que la carte va tout faire pour que le territoire ressemble au modèle, à la taxonomie, au découpage, etc. Mais on est pris là, dans ce régime-là d'interface conflictuelle, où le territoire, il y a des non compossibles qui, en retour, vont réguler la carte, vont sculpter la carte en retour. Et la question, avec effectivement les techniques digitales, c'est bien la perte de cette interface-là conflictuelle, qui régulait les possibles de la carte. Voilà. Mais effectivement, le découpage, pour ça qu'on disait le découpage, capture des segments, mais avec le soubassement, il y avait cette fonction-là de régulation par la conflictualité entre les possibles de la carte et les compossibles du territoire. Et la question est de savoir qu'est-ce qui se passe effectivement avec les techniques digitales, c'est-à-dire avec la discrétisation. Oui. Où là, typiquement, je sais pas, dans la médecine telle que tu la connais, entre effectivement l'étiquette traditionnelle de la maladie posée sur un symptôme, etc., et la médecine prédictive qui va générer des profils, qui va... voilà, effectivement, là, on va dire que les lignes de non-compossibilité, la conflictualité entre le modèle et effectivement le territoire, c'est ça dont il est question. Ouais. Je donne un dernier exemple de cette compossibilité. Bon, et vous savez, quand tout à coup, les mouvements d'émancipation du XXe siècle, non pas du 19e, mais XXe siècle, pour remplir leur programme communiste, non, ils disent, pour que le communisme soit possible, il faut faire un découpage, non, de l'être humain dans les termes d'une rationalité complète possible. Vous comprenez? C'est-à-dire que le projet communiste est possible si l'homme pouvait devenir tout à fait rationnel. Vous voyez? C'est-à-dire que si l'homme n'est pas tout à fait rationnel, si l'homme reste pulsionnel, s'il y a quelque chose de découpage qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous savez, c'est un tout petit peu toujours les côtés ridicules que les gens de ma génération ont connus plus ou moins, qui étaient quand tout à coup des militants révolutionnaires allaient dans des pays comme Cuba ou je ne sais pas quoi. Non? Alors, toujours il y avait un dialogue que je vous assure, malgré ma jeunesse, me faisait honte. Pourquoi? Parce que les militants révolutionnaires parlaient avec les Cubains, par exemple, en faisant l'hypothèse de que ces personnes-là étaient tout à fait rationnelles, dépourvues des pulsions, des passions, des points obscurs, vous voyez, parce qu'il était l'homme qui adhérait au projet communiste. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est quand même ni plus ni moins que l'énorme étalon d'Achille, c'est-à-dire ce qui a fait démolir les projets communistes. C'est-à-dire que pour que les projets communistes fonctionnent,
il fallait un découpage impossible. Tout débordait ce découpage-là. Et c'est la force du capitalisme d'avoir fait un découpage beaucoup plus large dans lequel les pulsions, les passions, l'égoïsme, la peur, vous voyez, rentraient dans leur modèle. Vous voyez? C'est-à-dire que la supériorité du capitalisme, non pas éthique ni morale, n'est-ce pas, mais la supériorité existentielle du capitalisme réside ni plus ni moins dans le fait que le découpage qui fait le capitalisme inclut un homme, un être humain, plus X-tolérant, plus compossible, vous voyez, que le modèle d'homme communiste. Et ça, si vous voyez un tout petit peu, c'est quelque chose qui s'applique à tous les exemples, toutes les dimensions de la vie. Hein? C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous voulons nous penser d'après des modèles de hyper-rationalité, il y a quelque chose, là, du côté du vivant, qui les fait foirer. Hein? Qui les fait foirer. C'est dans ces confrontations, n'est-ce pas, de ces possibles-là et des compossibles. Et pas pour rien, c'est quand même quelques longueurs d'avance qu'il y a la canaillerie par rapport à un certain désir de justice, ou de liberté, ou d'égalité. Pas pour rien, effectivement, la canaillerie fonctionne si bien. Parce qu'effectivement, dans le modèle occidental, cette idée de que quand même on devait arriver à cet homme de pure rationalité, sans négativité, est d'une faiblesse totale. Parce qu'elle n'incorpore en rien la négativité. Vous savez, on vous a envoyé là, je passe l'annonce là, on vous a envoyé l'invitation pour que vous sachiez un tout petit peu cette réunion qui se prépare à Buenos Aires, réunion internationale. Enfin, un des axes de cette réunion-là est l'idée de comment est-il possible, et est-ce que c'est possible de penser l'engagement, la lutte, les désirs de justice, hein, avec un modèle de vie et d'humain qui ne porte pas en soi son propre échec, c'est-à-dire qui ne limite pas l'homme à cette partie congrue que serait la rationalité. Autrement dit, c'est-à-dire comment un projet de justice est possible avec les femmes et les hommes tels que nous sommes. Hein? C'est-à-dire non pas l'homme nouveau, mais avec la femme et les hommes que nous sommes, hein, est-ce que la justice est possible? Et c'est vraiment un défi, vous voyez, c'est un défi. Est-ce qu'il peut apparaître ici une figure de la justice, n'est-ce pas? Une figure de la justice et de la solidarité, que pour exister en tant que figure, il ne doit pas nier les limites et compossibilités du vivant. Pour le moment, n'existe pas. Pour le moment, n'existe pas. Pour le moment, à chaque fois qu'ici apparaît une figure de la justice, non pas à niveau local, non pas à niveau des luttes, à niveau des trucs concrets, très concrets, situationnels, locaux, à niveau des modèles. À chaque fois que c'est produit ici un modèle de justice, eh bien vous verrez que pour que ces modèles de justice existent, il implique au moins une discipline, sinon un écrasement, des limites et compossibilités du vivant. C'est quand même, dit ici au CD d'Elpe, au CD Team, c'est quand même une sacrée couille. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut revenir là sur le robot, à moins que tu l'aies dit. Le problème, c'est qu'il y a un pétard, mais dis-moi. Oui. Non, mais juste, je ne trouve pas que l'amour soit possible avec le robot. Mais est-ce que ça fait partie de cette nouvelle hybridation Non, dans ce schéma-là, dans ce modèle-là, dans ce fonctionnement-là, c'est que l'hypothèse, tu vois, c'est pareil que quand on dit par rapport à la question de Turing, est-ce qu'une machine peut penser? Alors la pensée est là, tu vois. Alors la réponse qu'on donne, c'est, ça serait étonnant qu'une machine pense, puisqu'un cerveau ne pense pas. Un cerveau participe à la pensée, n'est-ce pas? Bon, pour l'amour, c'est exactement la même chose. On dit, la question, c'est pas tellement si une machine peut aimer ou peut pas aimer, n'est-ce pas? La question, c'est qu'une machine, peut-être, pourquoi pas, peut participer au soubassement
d'où émerge un sentiment amoureux. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce qui existe ici n'est pas produit par l'homme. Ce qui existe ici est produit toujours par l'ensemble du soubassement. Alors donc, il n'y a aucun problème de dire que les arbres, les montagnes, les chiens, les chats, les humains et les machines, en tant que soubassement, participent à l'émergence de l'amour. La question est que cette catégorie-là, de l'amour, par exemple concrètement, eh bien, départ les changements dans les soubassements, commence à être une catégorie peu compossible, pour dire comme ça, peu compossible. Et donc, ça te permet de parler de la disparition de l'amour en nature. Effectivement, c'est-à-dire que c'est une catégorie, je ne pense pas que l'expérience amoureuse telle qu'elle était produite dans l'Occident et qui a produit l'Occident dans cette dialectique-là que Rougemont développe, je pense qu'effectivement il y a quelque chose de cette figure-là qui commence effectivement à perdre de la puissance. Oui. Alors la question ce n'est pas s'il n'y a pas d'amour, alors là c'est la haine, vous comprenez, ça serait ridicule de dire ça. La question c'est quel type d'alliances autres apparaissent qui n'auront pas la figure classique occidentale de l'amour, peut-être, vous voyez? Quel type d'autres modes d'alliance existent? C'est-à-dire, quel autre type d'ordre, n'est-ce pas, quelle autre forme prendra la place que jusqu'ici prenait l'amour? Voilà, c'est une tendance, ne vous rappelez pas. Moi, je vous aime.